1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours Mr Green derrière le mic pour vous embarquer dans des histoires de plus en plus fumantes. Et aujourd'hui, je suis surexcité car on a l'honneur d'accueillir un grower d'exception. Un mec qui est là depuis des années et qui malheureusement n'est pas assez connu du grand public. Avant de découvrir qui est ce grower, breeder d'exception et qui est made in France, je vous rappelle mes canailles, la consommation de cannabis n'est pas une consommation à sous-estimer ou à négliger. Il peut avoir un réel impact sur ton cerveau. Donc une mention spéciale à tous nos chers amis mineurs. Les mecs, fumer du gaz à plus de 30% de taux de THC alors que ton cerveau, il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. Alors, parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Et allez mes canailles, avant de commencer un bon podcast, dernier petit rappel, on marche sans sponsor. Donc ici, il y a personne qui va te dire ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Canaille qui quitte, c'est une chaîne pour les passionnés et on vulgarise aussi pour les novices. Et si toi aussi tu as envie de faire partie de la communauté et de devenir une canaille, c'est très simple ma gueule. Tu nous rejoins sur Patreon et comme ça tu as tous les épisodes au complet, sans censure, sans rien. Il y a un épisode par semaine, entre un podcast qui dure presque 2 heures et des épisodes qui varient de 25 à 30 minutes, avec des infos qualitatives. Toutes les raisons sont bonnes pour souscrire un abonnement CBD. Comme ça, ton CBD, il te coûte moins cher que si tu le payais directement sur notre site internet. Tu as un accès direct au chanvre à parfum unique en son genre. En gros, ça n'a rien à voir avec la merde que les buralistes nous vendent. Et comme ça, t'as quoi te détendre. Et en parlant de détente, je vous laisse découvrir cette personne mystérieuse. Je suis prêt à parier que son travail, tu le connais déjà. Donc, parlons peu, parlons bœuf, on commence le podcast. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences. Bon, aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de recevoir Botta Quantique. Comment tu vas ? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Merci de cet accueil. Merci à toi d'être venu. Parce que, alors, je pense que les gens là se disent mais qui c'est celui-là et tout, Botta Quantique. J'ai jamais trop entendu parler parce que, on va dire pour les personnes lambda qui est pas trop dans le milieu et tout ça, ton nom ne dit pas forcément quelque chose, mais par contre tous les professionnels te connaissent. Dans le milieu, t'es vraiment une pointure, vraiment, quand on vient te voir, on sait pourquoi, quoi. Et moi, je t'ai découvert, je crois que la première fois où je t'ai vu, c'était à l'époque dans des Spanabis, où j'étais avec Riri, et où à l'époque, toi, t'étais encore avec French Touch Seeds. C'est quelque chose qu'on parlera un petit peu après aussi. Et vraiment, ton travail était très intéressant. Tu as fait des super articles Soft Secret aussi. Notamment un qui, je pense, nous a tous mis à l'envers sur l'Ormus, qui était vraiment celui-là on l'a tous lu. Je pense qu'après ce blog que tu avais fait, il y a eu une hausse de vente d'Ormus sur internet assez énorme en France parce que c'était super bien écrit. Ça donnait vraiment envie d'essayer cette matière organique. Qui, j'espère, tu nous en parleras aussi un peu dans le podcast, parce que j'espère qu'avec toi, on va voir beaucoup de choses, parce que t'es un passionné du vivant, t'es un passionné de la nature, tu aimes le cannabis, mais pas que, t'es vraiment un épicurien et un amoureux de la nature au sens large. Eh oui, quelle sacrée présentation. C'est normal, il faut faire, tu sais... Souvent les gens qui savent pas se vendre, c'est que vraiment ils ont un background et vraiment moi je mets un point d'honneur à bien présenter les gens quand il y en a où voilà ils sont là depuis quelques années, on le dit, mais alors toi moi je sais que
quand je suis arrivé dans ce milieu-là, t'étais déjà là et t'étais déjà quelqu'un de connu. Je me rappelle même Riri à l'époque c'était un rendez-vous qu'il attendait avec toi. Je me rappelle de vos échanges, toi qui lui as dit mais la Riri, tu l'as moins bien faite. Je me rappelle parce qu'une année Riri il l'avait fait en organique cette année-là et tu lui avais fait ouais mais la Riri elle est pas mieux faite en chimique et tout ça et tout, et vous avez eu un débat sur ça et qui était hyper intéressant. Et du coup avec ça, après ce débat-là, quand on est rentré, on a mis à peu près 3 ans pour essayer d'adapter la Riri à l'organique, et on a réussi, et aujourd'hui on est un peu les seuls à l'avoir, cette version travaillée avec Riri quoi. Du coup voilà quoi, c'est un peu tu vois là je blablate un peu pour les auditeurs pour que ils comprennent un peu qui on a aujourd'hui quoi. Non mais tout à fait, encore une fois c'est assez bien détaillé. Alors je ne saurais par quoi commencer, mais moi déjà ce que j'aimerais qu'on commence, c'est un petit peu par toi. C'est par exemple, je sais pas si tu m'as dit en off, tu m'as dit, tu sais, moi j'aime pas trop parler de moi et tout ça, mais moi sur Canaille Geek It, j'aime bien aller chercher, tu sais, surtout sur ce format-là en podcast, Bud Tender, j'ai envie d'aller chercher, tu sais, les petites anecdotes, les petits trucs que tu penserais pas forcément à dire dans un premier temps, tu vois. Et du coup, moi j'aimerais qu'on commence un peu avec toi tes débuts. Quand est-ce que, pas forcément les dates et tout ça, mais un peu quand est-ce que t'as aimé la nature? Est-ce que d'abord t'as aimé la nature, puis après t'as aimé le cannabis? Ou alors est-ce que t'as aimé le cannabis, puis après la nature? Comment tout cet éveil en toi s'est passé? Parce que t'es quelqu'un, spirituellement, les gens vont le comprendre au long du podcast et ça, t'es quelqu'un de spirituellement très calme, très poussé, qui essaye d'avoir une réflexion sur soi. Du coup, comment ce cheminement, comment ce Botac quantique là aujourd'hui en 2023, il est arrivé à ce chemin-là? Bien sûr. Bah écoute, j'ai toujours été attiré par la nature, bien sûr, et principalement les animaux et le monde végétal qui les entoure. D'accord. En rapport avec le cannabis, bien c'est mon cousin qui m'a fait découvrir la plante la première fois. D'accord. J'étais très jeune, ce n'est d'ailleurs pas l'idéal pour la découverte. Mais alors, juste, je te coupe vite fait sur ça. N'aie pas honte de dire ça, parce que nous ici, tu vois, sur Canaille Geek It, on a un truc qu'on dit à peu près à tous les podcasts, c'est qu'on est une génération. Bon, toi, t'es un peu plus âgé que moi, mais on est quand même dans cette génération que j'appelle génération crash test, où en fait on n'avait aucune éducation, on n'avait rien du tout, mais par contre c'était putain de disponible, il y en avait partout. Enfin moi je sais qu'à l'époque on a commencé par le hash et tout ça et tout, mais bon toi tu nous dis que du coup t'as commencé par des fleurs, c'est ça? La première fois on t'a montré de la bœuf quoi. Oui. Ok. J'avais 14 ans je crois, Okay. J'en ai 49 bientôt. Ouais, donc c'était les années 80-90. Ouais, voilà, c'est mon cousin qui m'a fait monter dans le grenier, et puis il m'a sorti le fameux Graal, et j'ai tiré dessus. J'ai souvenir que j'ai pas toussé, ou enfin entre guillemets, j'ai été tout de suite biocompatible, quoi. Ok. Si je puis dire. Ok. Et du coup, après, l'année d'après, j'ai atterri en 4e technologique, mais dans le domaine agricole. Ouais. Et j'étais atterri dans ce lycée à Niort, dans le Poitou-Charentes, parce que j'avais compris qu'il y avait des stages, beaucoup de stages en entreprise. Tous les mois, tout ça, c'était les premières maisons familiales rurales, des choses comme ça. Mais moi, j'étais aussi également passionné par les animaux, les reptiles. Okay. Et du coup, j'ai profité à rentrer en 4e technologique parce que je pensais que j'allais étudier les plantes exotiques, entre guillemets, qui m'attiraient le plus. Mais en fait, on étudiait que le chrysanthème, les plantes de cimetière, enfin, voilà. Du coup, j'ai réussi à me faire prendre en stage dans un laboratoire à côté pas très loin de l'école, en fait, qui était le CNRS, dans le domaine herpétologique.
Et donc, je crois bien, d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer de France est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ce domaine en 2 mots pour que les gens comprennent un peu? Oui, pardon. L'herpétologie, c'est la science des reptiles, en somme. Donc, j'ai atterri, j'avais pas loin de chez moi et de l'école, le Centre national de recherche scientifique qui avait une section herpétologie, donc encore une fois je me répète, pardon, tenu par Guy Nolot, qui était à l'époque le grand herpétologue actuel. Et j'ai atterri là pour faire une demande de stage. Je devais normalement tailler les cyprès autour du labo. Et moi je m'étais accoquiné avec le chercheur et puis j'ai commencé à être uniquement dans le labo à l'insu de l'école. Et puis j'ai fait comme ça, j'ai pu mêler ma passion des reptiles à un côté professionnel, tout en étant en 4e et 3e techno dans un collège qui étudiait normalement que les plantes. Voilà. Là, je déborde un peu. Non, mais t'inquiète. Mais du coup, dans ce même collège, c'est le début de ton éveil. Voilà. Dans ce même collège, il y avait le fils du directeur de l'exploitation qui un jour, on était devenus amis et il m'a emmené dans sa chambre et il y avait une grande armoire normande et là il m'a dit ouvre et j'ai ouvert et waouh. C'était tout simplement un placard homemade à l'époque, quoi, fait avec les moyens du bord, et il avait été cherché en Hollande chez Sensici de la fameuse lampe. À l'époque cette lampe tout amateur la voulait, quoi. Ah ouais, c'était le Graal, quoi. Enfin, moi, juste, je te coupe pour un peu les gens qui nous écoutent. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans un gros shop dans les années 2010, les anciens qui étaient là, mon patron qui, lui, a commencé en fin 90, début 2000, trouver une lampe HPS à l'époque, c'était incroyablement compliqué parce qu'il n'y avait pas Internet. Enfin, en tout cas, Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Dans les jardineries, tu n'en trouvais pas. Il n'y avait aucun gros shop. Et le seul moyen que tu pouvais trouver, c'était les lampadaires municipales. Donc, du coup, les gars, ils faisaient tomber des lampadaires et ils essayaient de sortir des lampes avec des transformateurs, quoi. Et du coup, voilà, toi, ton collègue, lui, il est quand même parti jusqu'en Hollande pour aller chercher ce Graal, quoi. Ah, il y en avait à l'époque quand même. Et du coup, j'ai tout de suite compris. Il m'a formé. Voilà. J'ai commencé à planter des graines avec lui. Et ensuite, une fois terminé ce cycle 4e, 3e techno, j'ai atterri en BEPA agricole, mais cette fois-ci en Creuse, dans un bled paumé. Et là, j'ai découvert un autre Nicolas qui, lui, avait une petite installation avec son père. Donc, au lieu de rentrer chez moi des fois le week-end, je restais là-bas pour faire un peu de manucure. Et puis, j'ai connu l'aventure du growing indoor très rapidement, à cette époque-là. Voilà, ça a été ça la première, la première découverte en fumant avec le cousin, et très vite, si je puis dire, la plante est venue à moi. Si je puis dire. C'est marrant. C'est marrant, on a un peu le même parcours, parce que moi aussi c'est mon cousin qui m'a fait connaître la plante, et juste après je suis parti en BEPA et Bac Pro en production horticole. Je suis pas parti dans la Creuse, j'étais dans l'Île-de-France, mais voilà, quoi, un peu la même direction. Donc je comprends tout ce que tu me dis là pour l'instant. Voilà, tout à fait. Et ensuite j'ai orienté mes études plus dans le domaine de la vente d'animaux, en fait, dans le domaine animalerie. D'accord. Et notamment l'aquariophilie, qui était également une passion. Et j'ai atterri à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris. Ouais, je connais très bien. J'ai commencé à faire des stages dans une boutique. Là, j'étais en BTA, BTA Pro. Mais en fait, je n'ai pas terminé mon cycle de BTA parce que à la fin de la première année, le magasin dans lequel je faisais des stages régulièrement m'a fait une proposition d'emploi. Et là, j'étais jeune, 19-20 ans, Paris, voilà, tu vois. Mais là, à ce moment-là, tu avais juste connu, on va dire d'un point de vue culture et ça, tu avais juste connu les expériences avec ton collègue. Tu n'avais jamais vraiment monté d'installation encore personnelle à ce moment-là. Tu étais plus dirigé vers les reptiles, avec un kiff sur le cannabis à cette époque-là. Ah oui, tout à fait. Avec ce fameux Nicolas dans la Creuse, je faisais du growing indoor. Mais après, dès que j'ai atterri à Paris, que j'avais un studio, j'ai tout de suite monté une petite install, maison homemade aussi, qui était très simple.
et notamment avec la fameuse bubblegum que j'étais tombé amoureux à l'époque. Et tu allais la chercher où? Tu l'as cherché où, la bubblegum? Parce que tout le monde dit, on dit que souvent c'est celle de Serious Seed, la vraie Simon. Moi, si je peux parler de mon expérience, Simon, je l'ai rencontré, il m'avait filé une centaine de graines de bubblegum, je les ai toutes faites, et j'ai trouvé aucun phéno intéressant. Du coup, toi, qui as une expérience positif avec la bubblegum, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Alors j'ai un petit souci de mémoire avec les dates et les années. Ouais, c'est pas... Mais c'est pas bien grave. Non. À cette époque-là, mais pour tout te dire, ça devait être en 98 peut-être. Ouais. Un passionné hollandais qui était connecté à Aquarium également m'avait passé des graines et m'avait dit bubblegum. Ok. Voilà. Donc tu avais pas... Quelques mois après, j'ai acquis des paquets de graines chez Serious Seeds, si je ne m'abuse. Et j'étais de mémoire très content quand même du résultat à l'époque. Ouais. Il faut dire qu'à cette époque-là, si je ne m'abuse, il y avait une qualité réprochable chez les Hollandais. Mais après, ils ont eu également, comme bon nombre de passionnés, des perquisitions et des vols officiels, si je puis dire, dégradés quoi, dans leur pays. Donc ils ont perdu quand même des génétiques qu'ils ont dû retravailler ou réadapter avec des phénos peut-être qu'ils avaient à l'heure actuelle, à l'époque. C'est vrai ce que tu dis, parce que moi quand j'ai testé la bubblegum de Simon de Serious Seed, ça devait être en 2012. Je crois que c'était à peu près, je crois que c'était l'année où on s'était croisés à la Spanabis avec Riri et tout ça. D'accord. Et, mais là c'est notre époque. Ouais, voilà, c'est comme tu dis, c'est notre époque. Toi, moi, c'est 15 ans après, quoi, tu vois. C'est 15 ans après la bubblegum. Toi, t'avais la réelle, quoi, tu vois. Entre guillemets, oui. Et c'est la même chose concernant, si on parle de Serious, pour la K47 notamment, où à l'époque, c'est un gars de Montpellier qui avait gardé un clone officiel de Simon. Et quand Simon, je crois ne pas me tromper, Simon l'a perdu et il avait été la rechercher chez ce passionné dans le sud de la France. Mais j'ai un grand respect pour Simon. C'est quand même un de nos aînés, bien sûr, avec tous les anciens. Bien sûr. Je l'adore. Il est à l'époque où j'allais beaucoup sur les salons. Ça fait partie des personnages qui m'interpellent. Donc c'est un grand honneur d'être interpellé par des aînés. Mais tu vois, qui prennent le temps avec toi de c'est ça. Mais c'est que c'est un vrai, lui. Tu vois, par exemple, moi j'ai écumé les salons et tu sais, moi je suis un espèce de vandale dans les salons. J'ai mon sac à dos, je me balade partout. J'ai 10 variétés dans mon sac à dos. Je me pose dans un stand, t'en as pour une demi-heure avec moi. Je te mange la tête et tout ça, tu vois. Et Simon, je me rappelle quand j'étais arrivé chez Serious Seed, surtout à l'époque, je tremblais. À l'époque, Serious Seed, c'était aussi plus connu que Barneys. Enfin, c'était vraiment les poids lourds à l'époque. Et Simon et son collègue qui travaille plus avec lui, qui était un brin hyper gentil aussi, étaient hyper ouverts et vraiment dans l'amour, parce qu'à tel point, moi, Simon, il m'avait dit, écoute, là, j'ai de la bubblegum, je t'en passe une centaine de graines. Si tu trouves un phéno bien dedans, voilà. Et 2 ans après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai 5 phénos qui pour moi sont claqués, mais j'aimerais te les montrer. Et voilà, il s'est déplacé, il est venu et il l'a regardé, il m'a dit, ouais, franchement, la bubblegum, RIP, quoi. Tu vois, même lui, il avait la larme aux yeux, il me disait, putain, vraiment, je retrouve plus de phénos comme à l'époque, on pouvait retrouver des trucs sucrés. Là, on était presque plus sur de la Northern Light avec un côté métallisé, qui était pas mauvais, mais qui n'aurait pas pu donner cette légende à la bubblegum que tout le monde dit que c'est une variété extraordinaire, quoi. Alors, il y a peut-être moyen quand même de la retrouver, si je puis me permettre. Oui, bien sûr. Parce qu'en France, il y a quand même énormément de passionnés conservateurs. Et depuis la nuit des temps. Ouais. Certains sont petits d'ailleurs au ciel, comme dernièrement Éric Chapelle, qui était un personnage haut en couleur, passionnant, passionné. Pierre Mich, que peut-être tu ne connais pas, non, mais je connais pas lui. Ça fait partie des anciens du gaz qui traînaient à l'époque des premières High Times avec Howard, avec Ben.
et Jack, c'était la clique, et Mishka, bien sûr, bien sûr. Qui est ma reine, si je puis me permettre de parler ainsi. Ouais, tout le monde dit que c'est... Tout le monde la qualifie comme ça, donc tu peux y aller. Hein. Tout à fait. Et du coup, Pierre Mich est également parti au ciel il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, son fils, Nathan, a repris le flambeau, et c'est un de nos proches, conservateurs, confidents et également grand connaisseur, bien plus que moi, de l'historique cannabique des choses. Alors là, lui, c'est une perle au niveau de la connaissance. C'est super d'avoir quelqu'un à ses côtés comme ça. Bah, faudrait que tu me mettes en contact avec lui. Bien sûr, avec grande joie. J'aurais plein de questions à lui poser pour mes mythes et légendes et tout ça. Parce que justement, moi, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce podcast-là. C'est qu'en fait, à chaque fois, il y a un truc qui me révolte et que je trouve que les gens ne voient pas, c'est-à-dire que le patrimoine français dans le cannabis, alors que c'est totalement illégal, il est vraiment incroyable, quoi. Déjà, dans n'importe quelle société, on se balade dans le monde, dans n'importe quelle grosse société, et à chaque fois, on retrouve un Français à un poste majeur, à un poste clé. Et en France, et tu vois, ce que tu me dis, c'est qu'il y a plein de gars qui conservent, et ça, moi, je le sais, c'est que, voilà, il y a énormément de passionnés, il y a énormément de petits forums où de gars se troquent, brident, développent des génétiques, et en France, il y a un vrai savoir-faire, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là, et qu'on invite des personnes comme toi, pour nous dire que ces choses-là existent et qu'on n'a pas attendu la légalisation pour travailler, pour faire des choses intéressantes, pour sauvegarder des gènes qui sont... Voilà, si tu me dis demain on peut retrouver de la vraie bubblegum, je pense qu'il y en a plus d'un, il y a plus d'un genou qui vont se casser, quoi, tu vois, parce que tout le monde va être là en mode, quoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, c'est quelque chose d'emblématique qui a été perdu, quoi. Alors tout à fait, je rebondis. Alors, la vraie bubblegum, c'est moi qui le dis, mais nous y reviendrons peut-être par la suite. Mais pour répondre à ce que tu dis, il y a 2 choses importantes qui me viennent à l'esprit. C'est premièrement, il y a comme disent les jeunes, si je puis dire, il y a les anciens du gaz qui ont été et qui sont toujours, parce qu'ils sont encore vivants. Et il y a également, et c'est là où la plante est merveilleuse et où elle rassemble l'humain, il y a également la jeunesse actuelle. Qui est formidable, qui va de l'avant, vous êtes tous très intelligents, malgré que vous fumiez, en fait, vous arrivez à retenir plein de choses, à connecter, à communiquer. Moi, par exemple, mon défaut, quand j'étais plus jeune, et même il y a encore peu de temps, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais toujours un peu en retrait, mais j'étais pas assez dans la communication. Et ça, je le regrette un peu. Mais ce que j'apprécie, c'est que bon nombre d'entre vous m'apprécient, si je me répète encore. Bien sûr. Et ça, c'est bien cool. Et du coup, ce qui est super, c'est que du coup, je reviens sur l'impact vieux et jeune. Les vieux ont un savoir-faire, une expérience, des génétiques. Bien sûr. Il faut même savoir qu'il y a quand même des Français, alors à l'heure actuelle je sais pas, mais il y a encore peu de temps, qui fabriquaient des graines en France pour des banques étrangères. Moi j'ai toujours... je te rassure, ça existe toujours, et même... Voilà, on est d'accord. Et super, voilà, l'esprit français, la qualité est toujours là. Il y a toujours la touche. Tu sais, c'est comme excuse-moi de te couper, mais par exemple, les gens ils se demandent pourquoi on dit ça, mais on en a déjà parlé dans un podcast ou 2, mais comme déjà à l'heure d'aujourd'hui où je te parle, on est déjà à plus de 20 heures de podcast, donc peut-être que des fois il y a des informations que les gens n'ont pas forcément oublié ou sélectionné. C'est-à-dire que les grandes banques de graines style Barney's, style Cannabia, enfin plein de... Je les cite eux, mais pas forcément eux, c'est pour donner une grandeur de gros breeders. Très souvent, ils peuvent pas avoir de locaux à eux parce qu'on vit dans un pays où c'est illégal et avoir des licences c'est très compliqué. Du coup, ils rachètent des stocks à des home breeders qui développent des génétiques. Dinafem, je crois, ils avaient une dizaine de breeders espagnols et je crois qu'il y en avait un français qui était vers le Pays Basque et voilà, et Dinafem arrivait à vivre aussi parce qu'ils avaient une dizaine de breeders et c'est pour ça qu'il y avait des génétiques qui étaient meilleures que d'autres parce que des
fois, c'était la patte du breeder et machin qui te correspondait plus, et nanani, nanana, quoi. Donc vraiment, comme tu dis, on est partout, les Français, et même avec 4-5 mètres carrés, il y en a, ils arrivent à produire des milliers, voire des centaines de milliers de graines, assez pour revendre, en tout cas, à des grandes firmes, quoi. Tout à fait. Il y a toujours le côté France. Et du coup, pour reparler du second point, lié à la jeunesse également, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a un grand bouleversement dans l'agronomie actuelle dans le monde et particulièrement également en France, où maintenant, par exemple, dans des anciens corps de ferme, on retrouve dans des entrepôts des gigros qui sont installés en série, non pas pour cultiver du cannabis ou du chanvre, mais pour cultiver du green leaf, de la plante nourricière. Et tout ça, je trouve ça vraiment génial, et je pense que c'est lié quand même un petit peu en partie au cannabis, ou au chanvre, comme on l'appelle, puisque vous, particulièrement les jeunes, vous êtes très nombreux, vous sortez souvent d'écoles agricoles ou agronomiques, bien sûr. Et de par vos études, vos compétences, vos diplômes, et tout en étant connecté au cannabis, alors que normalement les autres disent non, c'est pas bien le cannabis, on travaille mal et tout. Mais non, moi je trouve que le bouleversement agronomique et technique au niveau botanique, même chez nos clients parfumeurs par exemple, eux ils sont connectés à un institut à Paris qu'on appelle l'Agrotech, une sorte d'université sur l'agronomie et technologie. Voilà, on est arrivé sur la fin du podcast gratuit. Maintenant, si tu veux écouter le podcast en entier, il n'y a qu'une seule possibilité. Direction le Patreon et rejoindre la première communauté de France de ceux qui aiment vraiment le cannabis. N'oubliez pas que d'investir dans un média indépendant permet de nous garder une totale intégrité. Et en 2024, pas vendre son cul à une marque ou à un plug nous permet de vous livrer de vraies informations. N'oublie pas, ma gueule, que quand c'est gratuit, c'est souvent toi le produit. Donc, n'hésite pas un seul instant à devenir une canaille et à rejoindre la première vraie communauté de France amoureux du cannabis. Et vive la légalisation.